Je n'avais jamais cru que le silence pouvait faire autant de bruit. À 90 ans, on pense avoir tout vu, tout enduré, tout pardonné. Pourtant, ce matin-là, assis dans mon fauteuil près de la fenêtre, la lumière pâle de l'hiver glissant sur mes mains ridées, j'ai compris que la vieillesse ne protège pas de l'humiliation. Elle la rend seulement plus lourde. Mon fils était là, debout devant moi, grand, pressé, agacé. Son regard ne cherchait pas le mien. Il parlait vite, trop vite, comme s'il voulait en finir avec une corvée. Et cette corvée, c'était moi. Je me souviens encore du tremblement de ma tasse de thé quand il a prononcé ces mots, d'une voix sèche, presque méprisante. Des mots qui ne devraient jamais sortir de la bouche d'un enfant, encore moins adressés à son père. J'ai senti mon cœur se serrer, non pas de colère, mais d'une tristesse profonde, poisseuse, qui collait à la poitrine. J'avais élevé cet homme. J'avais sacrifié mes nuits, mes forces, mes rêves pour qu'il devienne ce qu'il était. Et à cet instant précis, je n'étais plus qu'un fardeau encombrant dans son salon impeccable. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque phrase était une gifle polie, chaque soupir un rappel de mon inutilité. Il parlait de maisons de retraite, de dépenses, de logique. Comme si l'amour pouvait se réduire à une colonne de chiffres. Autour de nous, les murs semblaient se rapprocher, témoins muets de ma honte. J'ai voulu répondre, expliquer, rappeler les souvenirs, les étés passés à lui apprendre à faire du vélo, les soirs où je veillais près de son lit quand il était malade. Mais au cœur s'en est sorti. Ma dignité s'est contentée de se taire. Quand il a finalement ouvert la porte, me laissant seul avec mes pensées, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Pas une rancune. Non, une résignation douloureuse. Je me suis demandé comment on en arrive là, comment un père devient un poids, comment l'amour se transforme en gêne. Dehors, la ville continuait de vivre, indifférente à mon effondrement silencieux. À cet instant, je ne savais pas encore que le temps allait soudain s'accélérer, que 24 heures plus tard, le destin se chargerait de renverser les rôles d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais avant de continuer cette histoire bouleversante, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, afin de ne manquer aucune de ces histoires humaines qui marquent une vie. Je suis resté là, immobile, à fixer la porte fermée, ignorant que ce qui allait suivre allait forcer mon fils à regarder enfin la vérité en face, une vérité qui commençait déjà à se mettre en marche, lentement, inexorablement. Le silence qui suivit son départ n'était pas vide. Il était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. J'entendais encore l'écho de ses pas dans l'escalier, comme un compte à rebours. Je suis resté assis longtemps, trop longtemps peut-être, à observer la poussière danser dans le rayon de lumière. Mon corps me faisait mal, mais c'était supportable. Ce qu'il était moins, c'était cette sensation d'avoir été effacé, rayé de sa vie comme une note inutile. J'ai fini par me lever avec précaution. Chaque mouvement demandait un effort, chaque pas me rappelait mon âge. Sur la table, il avait laissé son téléphone. Par inadvertance, sans doute. L'objet vibra soudain, affichant son nom accompagné d'un message. Je n'ai pas lu. Je n'en avais pas le droit, ni la force. J'ai simplement reposé l'appareil, comme on referme une porte qu'on n'ose pas franchir. Pourtant, ce petit écran noir semblait déjà annoncer que quelque chose n'allait pas se dérouler comme prévu. Je me suis dirigé vers la chambre d'Amy, celle où je dormais depuis quelques mois, loin de la chambre où j'avais autrefois bercé sa mère, loin de la vie que j'avais connue. En ouvrant le tiroir de la commode, je suis tombé sur une enveloppe jaunie. Mon écriture, maladroite mais reconnaissable. Une lettre que je n'avais jamais envoyée. Je l'avais écrite des années plus tôt, le jour où j'avais compris que mon fils s'éloignait, non par méchanceté, mais par ignorance de ce que signifie perdre un père avant qu'il ne parte vraiment. Je n'ai pas relu la lettre. Pas encore. Je l'ai simplement serrée contre moi, comme un talisman inutile. Le passé ne se corrige pas, me disais-je. On ne peut qu'en assumer les conséquences. J'ai pensé à partir, à ne rien dire, à disparaître doucement pour lui faciliter la tâche. Après tout, n'était-ce pas ce qu'il souhaitait sans oser le formuler clairement? La nuit est tombée plus vite que d'habitude. Les ombres ont envahi l'appartement, et avec elles, une inquiétude sourde. Mon téléphone à moi a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. Une voix grave, professionnelle, m'a demandé si j'étais bien le père de mon fils. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Il y avait dans son ton quelque chose d'urgent, de retenu, comme une vérité prête à éclater. Je n'ai pas eu le temps de poser la moindre question. La voix a poursuivi, prononçant un lieu, une heure,
quelques mots qui ont fait vaciller mes certitudes. En raccrochant, mes mains tremblaient. Je comprenais enfin que l'humiliation de ce matin-là n'était que le début, et que la nuit qui s'annonçait allait tout emporter sur son passage. Je suis resté immobile après l'appel, le téléphone collé contre ma paume moite, comme si le lâcher pouvait rendre la nouvelle réelle, irréversible. Le nom du lieu résonnait encore dans ma tête, accompagné d'une heure précise, trop précise pour être rassurante. On ne donne pas d'horaires exacts quand tout va bien. Mon souffle était court. J'ai fermé les yeux un instant, cherchant la force dans un corps qui me rappelait sans cesse ses limites. Je me suis préparé lentement, mécaniquement, enfilant mon manteau usé, nouant mon écharpe avec des gestes appris il y a longtemps, quand partir signifiait revenir. Cette fois, je n'en étais plus sûr. L'ascenseur semblait descendre à une lenteur cruelle, chaque étage accentuant le poids qui me comprimait la poitrine. Dehors, l'air froid m'a frappé le visage, vif, presque accusateur. La ville était étrangement calme, comme si elle retenait son souffle avec moi. Dans le taxi, je fixais les lumières qui défilaient, floues, irréelles. Je pensais à mon fils enfant, à sa petite main serrée dans la mienne lorsqu'il avait peur. Aujourd'hui, c'était moi qui tremblais. Arrivé devant le bâtiment indiqué, mon cœur se serrait davantage. Des silhouettes entraient et sortaient, pressées, silencieuses. À l'intérieur, une odeur de désinfectant m'a immédiatement pris à la gorge. Les couloirs blancs semblaient infinis, impersonnels, dénués de toute chaleur humaine. Une infirmière m'a reconnu à mon nom. Son regard était compatissant, mais mesurant ses mots. Elle m'a demandé d'attendre. Attendre, ce verbe que l'on redoute quand l'essentiel nous échappe déjà. Assis sur une chaise dure, je scrutais chaque porte, chaque mouvement. Le temps se dilatait, s'étirait cruellement. Mon esprit revenait sans cesse à la scène du matin, à ses paroles tranchantes. Une part de moi voulait qu'il sache, qu'il comprenne trop tard peut-être, ce que ces mots avaient détruit. Enfin, un homme en blouse est apparu. Il s'est présenté brièvement. Sa voix était calme, maîtrisée, mais son regard fuyait légèrement le mien. Il m'a expliqué qu'un incident était survenu, que la situation était grave, mais stable pour l'instant. Grave, le mot est tombé comme un verdict. Je l'ai écouté parler de complications, de décisions à prendre, de délais serrés. Je hochai la tête, sans être certain de comprendre chaque détail. Puis il a ajouté une phrase, une seule, qui a tout changé. Une phrase qui m'a fait comprendre que mon fils, celui qui m'avait humilié quelques heures plus tôt, allait avoir besoin de moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. À cet instant, j'ai senti le destin refermer lentement son piège, et je savais déjà que rien ne serait plus jamais comme avant. Je n'ai pas répondu tout de suite. La phrase du médecin tournait en boucle dans ma tête, comme une cloche qu'on aurait frappée trop fort. J'ai senti mes jambes faiblir et j'ai dû m'agripper au dossier de la chaise pour ne pas glisser. À mon âge, on vous parle rarement d'avenir. Et pourtant, on venait de me placer au centre d'une décision qui pesait plus lourd que toute une vie de souvenirs. On m'a conduit dans une petite salle d'attente isolée. À travers une vitre, j'apercevais mon fils allongé, immobile, relié à des machines dont le clignotement régulier semblait être le seul battement de cœur autorisé dans ces pièces. Son visage, habituellement dur, était pâle, presque fragile. Pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais plus l'homme pressé et distant, mais l'enfant qu'il avait été, celui que je portais sur mes épaules pour qu'il voie plus loin que les autres. Le médecin m'a expliqué la situation avec plus de détails. Un malaise brutal, une chute, des complications inattendues. Les mots étaient techniques, mais le message était clair. Le temps jouait contre nous. Il a évoqué une possibilité, une solution délicate, risquée, et surtout, un lien de sang. J'ai compris avant même qu'il ne termine sa phrase. Mon cœur s'est serré, non pas de peur, mais d'une étrange lucidité. À 90 ans, on sait reconnaître les carrefours décisifs. Je me suis souvenu de ces paroles du matin, de ce regard qui m'évitait, de cette porte qui s'était refermée trop vite. Une partie de moi aurait voulu refuser, se protéger, rappeler la dignité bafouée. Mais une autre voix, plus ancienne, plus profonde, murmurait que l'amour d'un père ne se négocie pas. Il existe, même quand il fait mal, même quand il n'est plus respecté. On m'a laissé seul quelques minutes pour réfléchir. J'ai posé ma main contre la vitre froide, exactement à l'endroit où reposait sa tête de l'autre côté. Un geste dérisoire, mais nécessaire. Je me suis demandé s'il aurait fait la même chose pour moi. La question est restée sans réponse, suspendue dans l'air stérile. Quand le médecin est revenu,
Il a lu quelque chose dans mon regard. Je n'avais encore rien dit, mais mon silence parlait pour moi. Pourtant, avant de pouvoir prononcer le moindre mot, une infirmière est entrée précipitamment. Elle a chuchoté quelque chose à son oreille. Son visage s'est crispé légèrement. Il s'est tourné vers moi, plus grave encore qu'avant, et m'a annoncé que la situation venait de changer, et pas dans le sens que nous espérions. Le médecin m'a demandé de rester assis. Sa main s'est posée sur mon épaule avec une lourdeur presque fraternelle. Ce simple geste m'a suffi pour comprendre que ce qu'il allait dire dépasserait tout ce que j'avais imaginé. Les constantes de mon fils venaient de chuter brutalement. Les machines s'agitaient derrière la vitre, leur bip devenant plus rapide, plus nerveux, comme un langage que seuls les initiés savaient traduire. Je regardais son corps inerte, incapable de détourner les yeux. Le contraste était violent. Quelques heures plus tôt, il me parlait comme à un vieillard inutile. Maintenant, il était là, vulnérable, dépendant, suspendu entre deux respirations. Le médecin m'a expliqué que la fenêtre d'action se refermait. Les décisions prises dans les prochaines heures seraient déterminantes. J'entendais les mots, mais c'était surtout le poids de la responsabilité qui m'écrasait. Ils m'ont parlé de compatibilité, d'examens rapides à effectuer, de risques évidents compte tenu de mon âge. 90 ans. Le chiffre revenait sans cesse, comme une objection muette. J'ai pensé à mon corps fatigué, à mon cœur qui peinait parfois à suivre, à mes nuits hachées par la douleur. Était-ce raisonnable? Était-ce seulement possible? Mais la question la plus cruelle restait celle-ci. Avais-je encore quelque chose à offrir? On m'a fait signer des documents, lire des phrases écrites en petits caractères, lourdes de conséquences. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon esprit était étrangement clair. Chaque signature était un pas de plus vers l'inconnu. Personne ne me pressait ouvertement, mais tout, autour de moi, criait l'urgence. À un moment, j'ai demandé à voir mon fils de plus près. Juste une minute. L'infirmière a hésité, puis a acquiescé. J'ai approché lentement, respirant avec difficulté sous le masque. Je lui ai parlé à voix basse, sans savoir s'il pouvait m'entendre. Je lui ai dit que j'étais là, malgré tout, que je ne lui en voulais pas, que parfois la vie frappe fort pour nous apprendre à regarder ce qui compte vraiment. Une larme a glissé le long de ma joue. Je l'ai essuyée du revers de la main, presque honteux. En me retournant, j'ai croisé le regard du médecin. Il savait ce que j'étais sur le point d'accepter, même si je n'avais pas encore donné ma réponse définitive. Alors qu'il s'apprêtait à parler, une alarme a retenti, plus stridente que les autres. Des soignants ont afflué dans la pièce. On m'a doucement mais fermement repoussé en arrière. Le rideau s'est tiré, me séparant de mon fils. Dans ce chaos maîtrisé, une seule pensée me traversait l'esprit. Le temps venait peut-être de me forcer à payer le prix ultime, avant même que mon fils ne réalise à quel point il avait besoin de moi. Je suis resté derrière le rideau, inutile, invisible, exactement comme je m'étais senti le matin même dans son salon. Les voix se croisaient, rapides, autoritaires. Des ordres fusaient, des pas pressés résonnaient sur le sol. Chaque seconde semblait me traverser comme une lame. J'aurais voulu faire quelque chose, n'importe quoi, mais à mon âge, on vous demande surtout de ne pas gêner. Au bout de longues minutes, le silence est revenu, plus pesant encore que le vacarme. Le médecin est sorti, le visage fermé. Il m'a fait signe de le suivre dans un couloir à l'écart. Je me suis levé avec peine, mes jambes refusant presque d'obéir. Arrivé devant une porte discrète, il s'est arrêté. Il m'a regardé droit dans les yeux, sans détour cette fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait trahir ma peur. Il m'a annoncé que mon fils était encore en vie, mais dans un état critique. Les prochaines heures seraient décisives. Puis il a ajouté, d'une voix plus basse, presque hésitante, que sans une intervention immédiate, les chances de survie diminuaient dangereusement. Il n'a pas répété la solution. Il n'en avait plus besoin. Elle flottait entre nous, lourde, évidente. On m'a conduit dans une salle pour des examens préliminaires. Prise de sang, questions médicales, souvenirs de maladies passées que je croyais oubliées. Chaque réponse semblait me rapprocher d'un verdict. Les infirmières restaient professionnelles, mais leur regard trahissait une inquiétude réelle. Un homme de mon âge, dans une situation pareille, ce n'était pas courant, pas raisonnable, dirait-on. Pendant l'attente des résultats, je me suis retrouvé seul, vraiment seul. J'ai pensé à ma femme, disparue depuis longtemps. Elle aurait su quoi dire, quoi faire. Elle avait toujours été le cœur de notre famille,
celle qui apaisait les tensions. Je me suis demandé ce qu'elle penserait de la scène du matin, de l'humiliation, de ce retournement brutal du destin. Peut-être dirait-elle que la vie trouve toujours une façon cruelle, mais juste de remettre les choses à leur place. Un interne est entré, tenant un dossier à la main. Il a parcouru les feuilles rapidement, puis a relevé les yeux vers moi. Il y avait une hésitation dans son regard. Il m'a expliqué que certains résultats n'étaient pas bons, que les risques étaient élevés, très élevés. Il a marqué une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il a ajouté que malgré tout, il existait une compatibilité rare, presque inespérée. Ah, le mot m'a frappé, comme si le destin s'acharnait à me placer au centre de cette épreuve. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message, un seul, envoyé depuis le numéro de mon fils. Quelques mots à peine, mais suffisants pour faire vaciller tout ce que je croyais encore maîtriser. Mes doigts tremblaient en ouvrant le message. Je ne comprenais pas comment il avait pu écrire, ni dans quel état il se trouvait réellement. L'écran affichait quelques mots simples, maladroits, comme s'ils avaient été tapés dans l'urgence ou avec difficulté. Il disait qu'il avait peur, qu'il était désolé, qu'il ne voulait pas partir sans me parler. Ces phrases, si courtes, ont frappé plus fort que toutes les humiliations du matin. Je me suis laissé tomber sur la chaise la plus proche. À 90 ans, on croit être préparé à tout perdre, mais on n'est jamais prêt à voir son enfant demander pardon quand il est trop tard pour les mots faciles. J'ai relu le message encore et encore, cherchant entre les lignes une explication, un signe qu'il comprenait enfin. Peut-être que la peur a ce pouvoir étrange de dépouiller l'orgueil. Le médecin est revenu, accompagné d'une femme que je n'avais pas encore vue. Elle s'est présentée comme responsable de l'unité. Son regard était sérieux, mais humain. Elle m'a expliqué que mon fils avait brièvement repris connaissance. Juste assez pour comprendre la gravité de sa situation. Juste assez pour demander si j'étais là. Ces mots ont serré ma gorge plus que je ne l'aurais cru possible. Ils m'ont donné un choix, mais c'était un choix cruel. Accepter l'intervention, avec des risques immenses pour moi, ou refuser, et vivre avec l'idée que peut-être, quelque part, j'aurais pu changer le cours des choses. Aucun père ne devrait avoir à porter un tel poids. Pourtant, je sentais au fond de moi que la décision était déjà prise depuis longtemps, bien avant ce matin d'humiliation. J'ai demandé à lui parler, à le voir, même brièvement. Après une hésitation, ils ont accepté. On m'a conduit jusqu'à son lit. Ses yeux étaient entr'ouverts, fatigués, mais quand il m'a reconnu, ils se sont emplis d'une émotion brute. Il a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. J'ai pris sa main. Elle était froide, fragile. Je lui ai dit doucement que j'étais là, que je resterais là. Une larme a coulé le long de sa tempe. J'ai senti sa main se resserrer faiblement autour de la mienne. Ce simple geste valait toutes les excuses du monde. À cet instant, le passé semblait s'effacer, remplacé par une urgence simple. La vie, rien de plus. Quand je me suis détaché de lui, le médecin m'attendait. Il m'a demandé, une dernière fois, si j'étais certain de mon choix. J'ai inspiré profondément, sentant les forces me quitter autant que ma détermination se renforçait. Je me suis apprêté à répondre quand une alarme discrète s'est mise à clignoter sur l'écran derrière lui, annonçant un changement soudain qui allait rendre toute hésitation impossible. L'alarme n'était pas bruyante, mais elle suffisait à glacer le sang. Le médecin a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. Son visage s'est fermé, comme si le temps venait de se contracter brutalement. Il a murmuré que l'état de mon fils se dégradait plus vite que prévu. Il n'y avait plus de marge, plus de délai pour réfléchir, peser, douter. On m'a demandé de décider maintenant, tout de suite. Les mots résonnaient dans la pièce avec une brutalité presque indécente. J'ai senti mon cœur battre irrégulièrement, mes oreilles bourdonner. À 90 ans, on vous demande rarement de faire preuve de courage. On vous demande surtout de vous reposer, de ne pas prendre de risques. Mais ce jour-là, le monde semblait exiger de moi ce qu'il me restait de force. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai revu toute ma vie défiler sans ordre précis. Mon enfance modeste, mon mariage, la naissance de mon fils, ses premiers pas, ses colères d'adolescent, son éloignement progressif. Et ce matin encore, ses paroles froides. Tout cela menait à cet instant. Comme si chaque choix, chaque renoncement, chaque sacrifice avait préparé ce moment précis. J'ai ouvert les yeux et j'ai hoché lentement la tête. Le médecin n'a rien dit. Il a simplement posé sa main sur mon épaule, brièvement,
avant de donner des instructions rapides à l'équipe. Tout s'est accéléré. On m'a conduit vers un autre couloir, plus froid, plus silencieux. Les murs semblaient se refermer autour de moi. Je marchais comme dans un rêve ou peut-être un cauchemar lucide. Avant d'entrer au bloc, on m'a fait signer une dernière autorisation. Ma signature était à peine lisible. Une infirmière m'a regardé avec une douceur inattendue et m'a souhaité bon courage. Ce mot « courage » m'a presque fait sourire. Je ne me sentais pas courageux. Juste père. Allongé sur la civière, les lumières du plafond défilaient lentement au-dessus de moi. J'ai pensé à ce que mon fils dirait s'il savait ce que j'étais en train de faire. Peut-être qu'il comprendrait enfin. Peut-être pas. Les voix autour de moi se faisaient plus lointaines. On m'a demandé de compter. Ma voix était faible, mais j'ai obéi. Juste avant que tout ne bascule dans le noir, une pensée s'est imposée à moi avec une clarté troublante. Quoi qu'il arrive, dans quelques heures, mon fils se réveillerait avec une vérité qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. Et moi, je ne savais pas encore si je serais là pour la voir. Je me suis réveillé dans un flou épais, comme si mon esprit nageait dans du coton. Les sons arrivaient étouffés, déformés. Une lumière blanche me brûlait les paupières, mais je n'avais pas la force de les ouvrir complètement. La douleur était là, sourde, profonde, mais étonnamment supportable. Ce qui m'inquiétait davantage, c'était le silence intérieur, cette sensation de vide qui me faisait craindre le pire. Une voix a fini par percer le brouillard. Douce, rassurante. On m'a dit que l'intervention s'était déroulée comme prévu. Pas de détails. Juste ces mots, prononcés avec précaution. J'ai essayé de parler, de poser la seule question qui comptait vraiment, mais ma gorge était sèche, ma langue trop lourde. L'infirmière a compris avant même que je n'insiste. Elle m'a assuré que mon fils était vivant. Stable, pour l'instant. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas retenir depuis des heures. Peut-être depuis ce matin-là, dans son salon. Mes yeux se sont fermés à nouveau, non pas par fatigue, mais par soulagement. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude persistait. Stable ne signifie pas sauvé. Et à mon âge, chaque heure gagnée se paie cher. Le temps a perdu toute consistance. Je me réveillais, je me rendormais. À chaque réveil, la douleur semblait un peu plus présente, comme pour me rappeler le prix de ma décision. Un médecin est venu me voir plus tard. Son visage était sérieux, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, une forme de respect. Il m'a expliqué que mon état était fragile, que les prochains jours seraient délicats. Mais il a aussi ajouté que sans mon geste, mon fils n'aurait probablement pas survécu. Ces mots auraient dû me remplir de fierté. Ils m'ont surtout plongé dans une étrange mélancolie. Sauver la vie de son enfant devrait être une évidence, pas un exploit. Et pourtant, je savais qu'il se réveillerait différent. Pas seulement physiquement. Quelque chose en lui avait été brisé, ou peut-être réparé, je ne savais pas encore. On m'a autorisé à le voir brièvement. Il dormait, pâle, amaigri. Des bandages recouvraient son corps. Je me suis approché aussi près que je pouvais. Je lui ai parlé doucement, même s'il ne m'entendait peut-être pas. Je lui ai dit que tout allait bien, que le plus dur était passé. Était-ce vrai? Je l'ignorais. En quittant la chambre, j'ai croisé son regard pour la première fois depuis l'intervention. Ses yeux se sont ouverts lentement, confus, puis ils se sont figés sur moi. Il y avait dans ce regard une compréhension soudaine, brutale. Avant qu'il ne puisse dire un mot, une infirmière l'a calmé, lui demandant de se reposer. Mais je savais. Il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Et ce qu'il allait dire, quand il en aurait la force, allait bouleverser bien plus que notre relation. Il a fallu attendre le lendemain pour que le moment arrive vraiment. 24 heures. Exactement 24 heures après l'humiliation. J'étais allongé dans ma chambre, épuisé, chaque respiration me rappelant que mon corps avait payé un prix que peu d'hommes de mon âge auraient pu supporter. Le soleil du matin entrait timidement par la fenêtre, semblable à celui de la veille, mais tout était différent. La porte s'est ouverte lentement. J'ai entendu des pas hésitants. Quand j'ai tourné la tête, je l'ai vu, mon fils. Soutenu par une infirmière, amaigri, le visage encore marqué par la douleur, mais vivant. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il n'y avait plus cette dureté, cette impatience. À la place, une honte nue, presque enfantine. Il a demandé à rester seul avec moi. L'infirmière a hésité, puis a accepté. Le silence s'est installé entre nous, l'homme est différent de celui de la veille. Cette fois, il ne me blessait pas. Il préparait quelque chose.
Mon fils s'est approché du lit, lentement, comme s'il craignait de me faire mal rien qu'en respirant trop fort. Puis, contre toute attente, il a fléchi les genoux. Devant moi, son père de 90 ans. Sa voix s'est brisée quand il a parlé. Il a dit qu'il avait tout compris. Trop tard, peut-être, mais pas assez pour se taire. Il a parlé de sa peur de vieillir, de devenir faible, de me voir comme un miroir qu'il refusait de regarder. Il a avoué que son humiliation n'était que de la lâcheté déguisée. Et enfin, il a prononcé ces mots que je n'attendais plus. Pardon. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé longtemps. J'ai vu l'homme qu'il était devenu et l'enfant qu'il avait oublié d'être. Puis j'ai posé ma main tremblante sur sa tête. Un geste simple, le même que lorsqu'il faisait des cauchemars. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une récompense, mais un héritage, et que je le lui donnais librement. Il a pleuré, pas discrètement, pas dignement. Il a pleuré comme quelqu'un qui vient de frôler l'irréparable. À cet instant, j'ai compris que la vie m'avait accordé une dernière victoire, non pas survivre, mais rétablir l'essentiel. À 90 ans, j'ai appris une vérité tardive mais puissante. Le temps peut briser les corps, mais il offre parfois une dernière chance au cœur. Et cette chance-là, mon fils et moi avions failli la perdre à jamais. Après ses larmes, il est resté longtemps à genoux, comme s'il craignait que se relever efface ce moment. Je sentais sa main serrer la mienne avec une force maladroite, presque désespérée. Mon corps était faible, mais mon esprit, lui, restait étonnamment lucide. Je percevais chaque détail, le léger tremblement de ses épaules, le souffle irrégulier de sa respiration, le tic nerveux au coin de ses lèvres, celui qu'il avait déjà enfant quand il avait peur de perdre quelque chose d'important. Il a fini par se relever lentement et s'est assis près de mon lit. Il voulait parler encore, expliquer davantage, comme si les mots pouvaient réparer des années de distance. Il m'a raconté ce qu'il avait ressenti au moment où il s'était réveillé après l'intervention. La douleur, d'abord, puis la panique, et enfin cette certitude écrasante qu'il me devait la vie. Pas seulement biologiquement, humainement. Chaque phrase semblait lui coûter un effort immense, comme s'il apprenait une langue nouvelle, celle de l'humilité. Je l'écoutais sans l'interrompre, mais au fond de moi, une inquiétude sourde commençait à grandir. Mon corps envoyait des signaux que je ne pouvais ignorer. Une fatigue anormale, un vertige léger, une pression diffuse dans la poitrine. Je savais reconnaître ces alertes. À mon âge, on apprend à écouter ce que le corps murmure avant qu'il ne crie. Je n'ai rien dit. Pas encore. Je ne voulais pas que ce moment lui soit volé par la peur. Il m'a promis de changer, de s'occuper de moi, de ne plus jamais me considérer comme un poids. Ses promesses étaient sincères, je le sentais, mais elles arrivaient tard, et je me demandais silencieusement combien de temps il me restait pour les voir devenir réalité. Le destin avait déjà montré ce dont il était capable en 24 heures. Rien ne disait qu'il se montrerait clément plus longtemps. La porte s'est entr'ouverte. Une infirmière est apparue, prétextant un contrôle de routine. Son regard s'est posé sur moi plus longtemps que nécessaire. Trop longtemps. Elle a pris ma tension, noté quelque chose sur son dossier, puis a échangé un regard discret avec mon fils. Un regard que je n'ai pas aimé. Un regard chargé de questions non dites. Quand elle est sortie, le silence est revenu, plus tendu. Mon fils m'a demandé si tout allait bien. J'ai esquissé un sourire. Un de ces sourires que l'on apprend à maîtriser quand on veut protéger ce qu'on aime. À ce moment précis, j'ai compris que l'épreuve n'était pas terminée. Elle venait simplement de changer de forme. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque battement de mon cœur me semblait compter, comme s'il cherchait à me rappeler une vérité que je connaissais déjà. À l'aube, j'ai senti mon fils se lever précipitamment. Des voix, des pas, puis cette agitation feutrée que l'on ne trouve que dans les hôpitaux quand quelque chose ne va pas. Il est revenu vers moi, le visage pâle, les yeux brillants d'une peur qu'il n'essayait même plus de cacher. Le médecin a parlé calmement, avec ces mots choisis qui masquent mal la gravité. Mon corps était épuisé. Les complications étaient attendues, disait-il. À 90 ans, on ne défie pas impunément les limites. J'ai regardé mon fils. Il voulait protester, exiger, refuser l'évidence. Je lui ai serré la main pour l'arrêter. Pour la première fois depuis longtemps, c'est lui qui a obéi sans discuter. Je lui ai demandé de s'asseoir près de moi. Je lui ai parlé doucement, sans reproche, sans colère. Je lui ai dit que la vie ne se mesure pas à sa durée, mais à ce qu'on laisse derrière soi.
que l'amour ne se prouve pas par des paroles tardives, mais par la façon dont on traite les autres avant qu'il ne soit trop tard. Je lui ai rappelé que je ne lui avais jamais donné la vie pour qu'il vive avec des regrets, mais pour qu'il apprenne à aimer sans honte. Il pleurait en silence. Je sentais ses larmes tomber sur ma main. Je lui ai fait promettre une chose, une seule, de ne jamais humilier ceux qu'il aime, de se souvenir de ce matin où il m'avait blessé, non pour se punir, mais pour grandir. Il a hoché la tête, incapable de parler. À cet instant, j'ai su que mon sacrifice n'avait pas été vain. Quand mes forces ont commencé à me quitter, je n'ai pas eu peur. J'avais vu dans ses yeux quelque chose de nouveau, un respect profond, irréversible. Les machines murmuraient autour de moi, mais je n'écoutais plus. Je pensais à tous ces pères oubliés, à toutes ces mères silencieuses, qui aiment sans condition et souffrent en silence. Si cette histoire doit laisser une trace, qu'elle soit celle-ci. Ne laissez jamais l'orgueil parler plus fort que l'amour. Car parfois, il faut frôler l'irréparable pour comprendre que le pardon est le dernier et le plus précieux des héritages.